Nous sommes le 18 août 1572. En cette belle journée ensoleillée, les cloches sonnent à Notre-Dame de Paris. Sur le parvis se trouvent Henri III, roi de Navarre et futur roi de France, et Marguerite de Valois, fameuse reine Margot, fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Enfin, leur mariage est célébré avec espoir d'une paix durable entre catholiques et protestants après plusieurs années de conflit. Mais quelques jours plus tard, Gaspard de Coligny, amiral français adepte de la Réforme, est attaqué dans la rue. Alors qu'il se penchait pour lasser sa chaussure, Charles de Louviers le touche au bras gauche avec son arquebuse. Après cet attentat, dont les commanditaires demeurent inconnus, les événements s'enchaînent vite. Dans la nuit du 23 au 24 août, 3 seigneurs menant la Ligue catholique organisent l'assassinat de l'amiral chez lui. Abattu à coups de dague, son corps jeté par la fenêtre et mutilé, ce meurtre déclenche l'un des plus importants massacres de l'histoire française, la Saint-Barthélemy, qui mènera des milliers de protestants à la mort. Derrière ces événements, qui ont à jamais condamné la réconciliation entre catholiques et protestants, ouvrant la porte au complot et au meurtre, se cache une personne, Catherine de Médicis, femme manipulatrice, superstitieuse, qui aurait influencé son jeune fils et roi, Charles IX, pour déclencher cette suite d'événements dans l'ombre. Si je vous dis Catherine de Médicis, vous pensez tout de suite à cette femme habillée de noir, au visage dur et sérieux, entourée d'astrologues et ayant commandité la Saint-Barthélemy. Je vous ai à plusieurs reprises parlé sur cette chaîne des guerres de religion, avec les assassinats du duc de Guise, d'Henri III et d'Henri IV. Mais jamais je n'ai encore pris le temps de vous raconter celle dont la légende noire est la plus tenace, Catherine de Médicis. Elle porte sur ses épaules toutes les conséquences des guerres de religion, ces massacres, le climat de violence extrême qui a régné durant des décennies et même la fin de sa propre famille, les Valois. Mais, comme beaucoup de femmes dont je vous ai parlé sur cette chaîne, la réhabilitation de Catherine de Médicis fait d'elle l'exact opposé de sa légende. Une épouse dévouée, une mère exemplaire, une femme guidée par la paix qui a su régner avec justesse un pays vivant un désordre sans précédent et qui a dû au final la mener à prendre de graves décisions. Nous allons donc aujourd'hui dévoiler la femme en noir pour découvrir qui était réellement Catherine de Médicis. Catherine de Médicis naît le 13 avril 1519 à Florence. Comme son nom l'indique, elle est issue de la plus riche famille italienne de son époque, les Médicis, puisque son père est Laurent II de Médicis et sa mère, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Elle est également la nièce du pape Clément VII. En bref, tout porte à croire que son destin est tout tracé et rempli de réussite et de splendeur. Mais malheureusement pour elle, son enfance est très vite compliquée. À l'âge d'1 mois, elle se retrouve orpheline. Sa mère meurt quelques jours après l'avoir mise au monde et son père seulement 3 semaines plus tard de la syphilis. Prise en charge par sa grand-mère paternelle, elle devient l'unique héritière de la fortune familiale des Médicis. Par la suite, elle est victime de la révolte des Florentins contre les Médicis. En 1529, elle est prise en otage par les républicains qui la menacent de viol et de mort. Elle n'a alors que 10 ans, oui. Pour la protéger, elle sera alors confiée à plusieurs couvents, tondue et se faisant passer pour une nonne. Après que le pape ait soumis Florence, Catherine s'en va à Rome pour être sous sa protection. Elle bénéficie alors d'une éducation soignée. Inspirée par l'humanisme et le néoplatonisme qui marquent la philosophie de son époque, Catherine devient une jeune fille érudite, mais aussi gracieuse, naturellement gaie, et qui aime les fêtes. C'est peut-être une roturière, mais elle a tout de la femme parfaite de la Renaissance italienne. Mais c'est son héritage qui va intéresser le roi de France François Ier, puisqu'elle est
l'héritière de la fortune de la famille Médicis, et également la nièce du pape. Et sachant que François Ier est en pleine guerre d'Italie, ces éléments sont évidemment d'une importance diplomatique capitale. En raison de son statut qui ne lui permet pas d'être dauphine, elle sera mariée à Henri d'Orléans, non destiné à régner. L'union est célébrée le 28 octobre 1533. Le jeune couple n'a alors que 14 ans. Mais ce mariage n'aura pas les effets escomptés. Avec la mort de Clément VII l'année suivante, le nouveau pape Paul III rompt cette alliance et ne paye pas la dot à François Ier, qui est désolé de voir cette union réduite à néant. J'ai eu la fille toute nue. Oui, je sais, cette expression est assez étrange. Et pour Catherine, le mariage n'est pas non plus au beau fixe. Elle est certes appréciée pour sa gentillesse et son intelligence, mais son époux préfère la compagnie de Diane de Poitiers, sa gouvernante depuis l'enfance. Néanmoins, avec la mort de son frère aîné, Henri prend le titre de dauphin et Catherine de Médicis de dauphine. Elle va donc prendre un rôle plus important à la cour. Mais un nouveau problème se pose. Après 3 ans de mariage, Catherine et Henri n'ont toujours pas d'enfants. En plus de cela, Henri est finalement passé dans les bras de Diane de Poitiers et Catherine, toujours pas enceinte, est menacée d'être répudiée. Heureusement, elle est très appréciée par le roi et la cour qui apprécient son intelligence, son goût pour les arts et les lettres, ainsi que pour les fêtes qu'elle organise. Humaniste, Catherine croit au fait que les astres peuvent influencer les hommes, d'où le fait qu'elle commence à s'entourer d'astrologues. Elle pense également que les fêtes peuvent rétablir l'harmonie et que les lettres et les arts, en particulier la parole, permettent l'ouverture d'esprit et le dialogue entre différents partis. En 1544, elle donne finalement naissance à son premier enfant, François, qui deviendra plus tard François II. En 25 ans de mariage, Catherine aura 10 enfants, dont 3 se succéderont au trône. Très beau rattrapage. En 1547, François Ier décède. Henri d'Orléans devient Henri II et Catherine, qui n'était même pas destinée à être dauphine, devient reine de France. Mais malgré ce changement de statut, Catherine doit faire bon gré mal gré avec la présence de Diane de Poitiers à la cour, favorite de son royal époux. Par l'influence de cette dernière, mais aussi parce que Henri est un fervent catholique, il va mener une lutte sans merci contre les protestants. Diane de Poitiers continue à prendre de la place, prendre des responsabilités, obtient des faveurs, et devient d'ailleurs la gouvernante des enfants royaux, laissant donc Catherine dans l'ombre. Mais lorsque le roi part à la guerre, Catherine devient régente du royaume. Elle assure le réapprovisionnement des armées et intervient dans les affaires militaires et politiques de son époux lorsque cela est nécessaire. Stratégiquement, et pour continuer la conquête italienne, Catherine s'entoure d'Italiens qui préfèrent prêter serment auprès du roi de France plutôt qu'au roi de Toscane. C'est donc naturellement qu'elle désapprouve la paix de Cateau-Cambrésis en 1559, qui va faire perdre l'essentiel des possessions italiennes à la France. Elle va donc s'opposer très clairement au connétable Anne de Montmorency, et à partir de ce moment-là, va se rapprocher des de Guise. Cela va avoir une importance par la suite. Ce traité est très vite suivi par des festivités qui célèbrent le mariage des proches du couple royal. Élisabeth, leur fille aînée avec le roi d'Espagne, et Marguerite, la sœur d'Henri II, avec le duc de Savoie. Et lors de ces festivités, un tournoi est organisé. Un tournoi qui va faire basculer le destin de Catherine. Le 30 juin 1559, dans la rue Saint-Antoine à Paris, une joute est organisée. Henri II monte son destrier nommé Malheureux, tandis qu'en face se prépare Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, capitaine de la garde écossaise. Le roi est en difficulté, puisque son cheval n'a pas l'air d'être très coopératif. Malgré tout, le combat démarre, les deux lances brandies, prêtes à toucher leur adversaire. Au moment de se toucher, elles se brisent un lapac. C'est alors que celle de Montgomery, emportée dans son élan, vient se ficher dans l'œil du roi, alors que la visière de son aume était ouverte. Très vite, tout le monde s'affaire pour aider le monarque. On le transporte à l'hôtel de Tournelle, qui se trouve non loin de là,
et on demande les meilleurs médecins et chirurgiens pour lui prodiguer tous les soins possibles. Le chirurgien du roi d'Espagne, André Vézal, viendra même depuis Bruxelles pour tenter de le sauver. Mais après 10 longs jours d'agonie et de souffrance, Henri II décède le 10 juillet 1559. Plusieurs astrologues de Catherine, dont le fameux Nostradamus, auraient prédit cet accident et auraient déconseillé au roi de participer à cette joute. Ce coup du sort exceptionnel, cet accident assez unique, peut-être donc que Catherine le redoutait déjà. Quoi qu'il en soit, elle entame une nouvelle période de son règne, régente et veuve, avec pour seul objectif d'assurer l'intégrité de son pays et l'avenir de ses fils, et notamment de François, qui vient de monter sur le trône. Mais ce dernier meurt l'année suivante. Catherine donc entame une nouvelle période de régence durant la minorité de son fils, Charles IX. Après la politique marquée de son défunt époux de réprimer les protestants, Catherine tente la politique de la conciliation. Inspirée par ce fameux humanisme et constatant que la répression n'a servi à rien puisque la religion protestante a continué d'augmenter son influence, Catherine espère réinstaurer le dialogue entre les catholiques et les protestants pour permettre à ces derniers de vivre leur religion tout en négociant une certaine discrétion de leur part. Petit à petit, Catherine s'oppose donc aux catholiques les plus convaincus, notamment les de Guise, ce qui va répandre la rumeur comme quoi Catherine serait athée. Une chose extrêmement mal vue à cette époque. Face à elle, un triumvirat redoutable va se former, constitué d'Henri, duc de Guise, de l'ancien connétable, Anne de Montmorency, et du maréchal Saint-André. Tous trois déterminés à affirmer la position du catholicisme en France. Le 1er mars 1562, le massacre de Vassy marque le premier massacre de protestants. Malgré ce qu'on lui conseille, Catherine refuse la guerre et préfère se tenir à l'écart. Mais malgré les rencontres qu'elle va tenter d'organiser entre les différents partis, elle doit s'y résigner face à l'entêtement des chefs militaires. Elle adopte une position délicate. Elle intervient pour défaire les protestants, tout en leur accordant quelques libertés de culte. Et même si son fils Charles IX devient majeur en 1563, il décide de lui confier les pouvoirs qu'elle détient déjà. Avec le soutien de son fils, Catherine va parcourir la France pour tenter de répandre la paix, ce qu'elle parvient à obtenir durant 4 ans. Mais en 1567, le prince de Condé, chef de file des protestants, décide de tenter de s'emparer du pouvoir. Trahi et désemparé face à l'échec de sa conciliation, en plus de la menace que pèsent les de Guise de prendre le pouvoir et de renverser les Valois, Catherine prend la décision de mettre fin aux rébellions protestantes. Le 23 août 1572, elle ordonne le massacre des protestants et notamment de l'amiral Coligny. Mais ce massacre contrôlé dépasse totalement ses attentes et il deviendra le triste massacre de la Saint-Barthélemy où l'on dénombrera plusieurs milliers de morts dans toute la France. Après la mort de Charles IX, le 30 mai 1574, son frère Henri III prend le pouvoir au détriment de Catherine qui passe au second plan, et ce jusqu'à sa mort le 5 janvier 1589, quelques jours seulement après l'assassinat d'Henri de Guise par son fils. Si vous voulez en savoir plus, c'est juste ici. Mais avec l'assassinat d'Henri III, c'est le début du règne d'Henri de Navarre, chef de file protestant, devenu le roi de France Henri IV, mettant fin à la dynastie des Valois et débutant celle des Bourbons. Et souvent, la fin de dynastie correspond au début des légendes noires. Dès son vivant, Catherine doit faire face à un bon nombre d'opposants. Elle vit quand même dans une société qui est plutôt xénophobe, misogyne, et la cour française évolue quand même dans un sentiment anti-italien.
Elle reste malgré tout relativement protégée durant les guerres de religion, la légende de la Reine Noire étant plutôt mise de côté au profit de la tyrannie supposée de Charles IX, qui est considéré comme le grand organisateur de la Saint-Barthélemy. Mais c'est dès la mort de ce dernier qu'un libellé est publié, incitant à la rumeur. Le discours merveilleux de la vie, action et déportement de la reine Catherine de Médicis, déclarant tous les moyens qu'elle a tenus pour usurper le gouvernement du royaume de France et ruiner l'État dissolu. Ça mérite d'être clair. Bien que l'auteur de ce libellé soit inconnu, son objectif est clair, décrédibiliser Catherine pour l'empêcher d'assurer la régence et de mettre au pouvoir son fils François d'Alençon, proche des milieux protestants, puisqu'à cette époque, Henri III est encore roi de Pologne et n'est pas encore revenu en France pour assurer le pouvoir. La légende noire de Catherine naît alors. On voit sa naissance comme un mauvais présage, provoquant la mort de sa mère puis de son père. Ses origines florentines expliqueraient ses actions diaboliques et la positionnent comme anti-française. À l'instar du prince de Machiavel, la reine souhaite rester dans l'ombre pour obtenir le pouvoir en secret. On la décrit comme coupable du malheur du royaume de France. Dès son mariage avec Henri II, elle aurait tenté d'accaparer le pouvoir, aidée par ses astrologues et magiciens. Durant tout le XVIIe siècle, plusieurs historiens vont s'évertuer à réhabiliter Catherine comme une femme tolérante qui a tenté d'installer la paix dans un pays divisé. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres qui ont, au contraire, développé et enrichi la légende noire de Catherine. Jacques-Auguste de Thou, dans son Histoire universelle, s'efforce de brosser un portrait extrêmement négatif des derniers Valois. Ce qui n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que c'est Henri IV lui-même qui lui a permis de finir son œuvre. Il insiste sur les faiblesses de François II et de Charles IX, qui auraient été influencés par leur mère Catherine. Il définit cette dernière comme ambitieuse, avec une volonté forte de gouverner, profitant de la mort de son fils François pour obtenir le pouvoir. Elle aurait alors éduqué ses fils pour qu'ils soient malléables et faciles à soumettre. C'est ainsi qu'elle aurait poussé son fils à ordonner l'ordre de la Saint-Barthélemy. Antoine Varillas vient en rajouter une couche avec Histoire de Charles IX en 1680. Il augmente l'ampleur de cette reine noire, criminelle et machiavélienne. Il inspirera de nombreux auteurs par la suite, tels que Dumas, qui fera d'elle la gardienne des clés du Louvre, entrant chez ses enfants dès qu'elle le souhaitait, ou Michelet qui la décrit comme fausse, perfide et malfaisante. Bref, une reine manipulatrice et avide de pouvoir. Vous l'aurez compris, on est très loin de la femme que je vous ai décrite jusqu'ici. Par exemple, on a beaucoup raconté et fantasmé autour de la relation entre Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. En réalité, Catherine était une épouse dévouée qui est restée fidèle à son époux malgré le fait qu'il entretienne une liaison durable et solide avec son ancienne gouvernante. Catherine était également une mère exemplaire, absolument pas manipulatrice, puisqu'elle a entretenu des relations épistolaires très fortes avec tous ses enfants, et ce malgré leur éloignement dû à leur mariage respectif. Ce qui est assez peu courant dans l'histoire française, il faut le dire. Artistiquement et intellectuellement, nous l'avons dit, Catherine était ouverte à l'humanisme et aux philosophies de son époque. Elle menait également une activité bâtisseuse très intense, avec la construction de plusieurs châteaux de la Loire, tels que Chenonceau, ou de monuments à la gloire des Valois. Elle a également fait agrandir le Louvre et conçu le palais des Tuileries par la mise en place d'un programme iconographique symbolique. Politiquement, Catherine a exercé 5 régences. 3 sous le règne d'Henri II, une après la mort de François II et une dernière suite à celle de Charles IX. Comme je vous l'ai beaucoup dit, sa politique était clairement pacificatrice. Elle aspirait réellement à un idéal de paix avec une coexistence entre catholiques et protestants. Et ce, malgré sa foi catholique. Sa tenue noire a contribué à sa légende. Pourtant, cette dernière était symbolique. Au-delà du veuvage, Catherine s'identifiait à Artémise II, la veuve du roi Mosol, reine bâtisseuse luttant contre les agressions extérieures, menaçant le trône de son fils Lygdamis. Ce n'est pas très compliqué d'y voir une image de Catherine.
On lui a longtemps attribué un rôle politique très secondaire, alors que comme nous l'avons vu, Catherine était très active. Cela se voit notamment par les correspondances qu'elle entretenait et la collaboration avec son fils Charles IX, avec qui elle partageait les tâches et adaptait leur positionnement selon les protagonistes rencontrés. C'est avec la trahison du prince de Condé que Catherine s'est résoue à l'évidence. Après 5 ans à lutter corps et âme pour une paix durable, il était clair qu'il fallait qu'elle mène une politique de raison et qu'elle réprime les protestants. Tout porte à croire que le déferlement de violence qui a eu lieu lors de la Saint-Barthélemy n'était pas du tout ce que présageait Catherine, bien que son rôle cette nuit-là fasse encore l'objet de débats chez les historiens. La situation politique du pays était extrêmement complexe et la position des Valois menacée de toutes parts. Les décisions de Catherine et de Charles, bien que violentes, ont été faites dans un climat déjà violent. C'était une fatalité et cela ne doit pas effacer leur tentative de mettre en place la paix dans le pays. Catherine fait partie de ce groupe de nombreuses femmes qui ont été stigmatisées, caricaturées et réduites à une image de femmes violentes. Je vous ai parlé de Marie Tudor, dont l'histoire avec Catherine est assez similaire, ou même d'Élisabeth Bathory, dont la vie a été totalement détournée à des fins politiques. Il y a encore beaucoup d'autres femmes qui ont été victimes de ces légendes noires, dont la fameuse Reine Margot, fille de Catherine de Médicis, qui aura un jour le droit à sa vidéo pour essayer un petit peu de parler des fantasmes qui l'entourent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie également pour votre fidélité et pour le récent palier des 5000 abonnés qui a été atteint. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires de passé sanglant.